Bonjour. Suite à l'alerte du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant le centre de Bédénas, en fait, le CNCPH, en particulier la commission santé, bien-être et bien-traitance, a décidé aujourd'hui de parler d'un sujet qui est très souvent tabou, qui sont les personnes en situation de handicap en milieu carcéral. Et on a ajouté la triple peine. Pourquoi cette triple peine? Parce que les personnes sont déjà une première peine, qui est celle qui est liée à celle qui est prononcée par les tribunaux. Leur deuxième peine, c'est d'être en situation de handicap dans un milieu qui est non inclusif parce que problème d'accessibilité des lieux, de l'emploi, l'accessibilité aux soins dont on a assez peu parlé jusqu'à maintenant, l'accessibilité aux aides techniques et aux aides humaines, et bien sûr le problème de la formation des intervenants face aussi aux personnes en situation de handicap. Du coup, on arrive à cette troisième peine, qui est celle d'être sujet de discrimination par l'addition des deux peines précédentes. En effet, les personnes sont soumises à des préjugés de la part de leurs pairs. On note des violences, on note des abus de faiblesse. Ils sont également sensibles aux préjugés des professionnels eux-mêmes, ce qui entraîne un non-respect des droits ou de la dignité des personnes. Et donc, nous avons vu au travers du premier travail que l'on a fait dans le cadre de cette commission, la difficulté à préparer la sortie de ces personnes, la difficulté qu'elles rencontrent pour l'aménagement des peines et la difficulté qu'elles rencontrent également pour avoir une suspension de peine pour raison médicale. Donc ce cumul des difficultés renforce la situation de handicap et diminue d'autant l'autonomie des personnes. Alors, quels chiffres a-t-on aujourd'hui? Nous en avons très peu et surtout peu de données fiables sur les personnes en situation de handicap qui vivent en milieu carcéral. En 2002, il y a eu une étude qui disait qu'une personne sur 10 déclare avoir besoin d'une aide humaine ou matérielle. En 2013, on notait 0,5% ont un handicap physique. Quid du handicap psychique? Le travail qui a été fait en 2017 dans les Hauts-de-France dit que 4% des personnes ont des troubles psychiques sévères, 10% ont des troubles dépressifs et on sait que le nombre de suicides en prison pose réellement un problème. Alors face à ça, en 2015, on note 22 établissements sur 180 pour lesquels il pouvait y avoir accès à des services d'aide humaine. Mais les personnes qui interviennent disent la difficulté qu'elles ont, faute de liens et faute de mieux appréhender cette double situation d'une personne qui est en milieu carcéral et d'une personne qui est en situation de handicap. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un plateau qui est très éclectique, mais qui va aussi nous éclairer sur cette situation des prisons. Donc nous allons commencer par Monsieur Luc Chouchas, je savais que j'allais accrocher sur son nom. Je suis pourtant allée lui demander comment il fallait dire. Donc, Monsieur Luc Chouchkaïev. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre vision au travers de tout ce que vous visionnez, vos passages dans les différents lieux de privation de liberté? Merci Madame la Présidente, puis merci au Conseil national consultatif d'avoir pris l'initiative de cette table ronde et de nous avoir invités suite, comme vous l'avez dit, à nos constats qui portent toute l'année sur l'ensemble des établissements pénitentiaires, mais qui effectivement ont porté en avril un regard particulier sur le handicap et le vieillissement de la population carcérale à Bédénac. Alors, pour déjà présenter, nous sommes une autorité administrative. Donc, le contrôle général des lieux de privation de liberté, c'est une autorité administrative indépendante de la République française qui s'attache à vérifier que l'ensemble des droits fondamentaux et la dignité sont respectés partout où il y a des restrictions de liberté sur décisions administratives ou judiciaires. Alors nous sommes effectivement amenés à faire des contrôles dans l'établissement. Nous sommes aussi amenés, et c'est là où nous avons reçu beaucoup de courriers, donc nous avons un pôle saisine qui reçoit entre 4 et 5 000 courriers par an,
à la fois des professionnels, des lieux de privation de liberté, mais aussi des personnes privées de liberté. Et donc, on reçoit quand même de plus en plus de courriers sur des personnes en difficulté avec leur handicap dans la détention. Alors, nos constats, malheureusement, ne sont pas très positifs et je vais illustrer. Alors, effectivement, Bednac, le centre de détention de Bednac, a porté un regard sur la situation qui, à notre avis, devient quand même a été catastrophique, dans le sens où là, on était dans de l'atteinte à la dignité clairement objective des personnes qui y étaient passées. Pour résumer, donc c'était une unité de 20 places dans un centre de détention spécifiquement prévu pour des personnes présentant au départ des handicaps plutôt uniquement moteurs, avec des cellules du coup individuelles et dites PMR. Bon, on a vu qu'elles étaient PMR, mais pas au sens des aménagements raisonnables jusqu'au bout, puisque par exemple les étagères n'étaient pas du tout à la bonne hauteur, le téléphone des fois n'était pas accessible avec les meubles qui empêchaient de passer le fauteuil. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas, en tout cas l'unité qui était prévue pour être PMR a en fait dérivé un petit peu dans le temps, avec des personnes qui ont associé beaucoup de handicaps. Et donc sur ces 20 places, en fait, il y avait 19 personnes au moment du contrôle, 15 lits médicalisés. Alors les lits médicalisés qui en plus étaient assez grands et ne pouvaient pas être extraits par la porte qui était plus petite, ce qui nous a, nous, interpellés quand même par rapport aux hôpitaux, puisqu'il y avait des gens qui relevaient finalement quelque part qu'on aurait trouvé dans des hôpitaux où là il y a effectivement des portes pour faire sortir les lits assez vite en cas d'incendie. 8 personnes étaient en fauteuil roulant, dont 2 qui ne pouvaient pas effectivement bouger seuls du fauteuil au lit, et 3 étaient déambulaient avec des cannes ou déambulateurs. Sur les sources d'handicap, on avait une personne qui était aveugle, on avait 4 personnes qui avaient des obésités très fortes. Quand je dis très fortes, c'est au-delà entre 120 et 160 kg et qui nécessitaient beaucoup de personnes pour les soulever lorsqu'elles étaient tombées à terre. 3 personnes souffraient de démence, 4 personnes souffraient de séquelles d'accident vasculaire cérébral, 3 étaient incontinentes, urinaires ou fécales. Alors, qu'est-ce qu'on a relevé comme problème ? L'accès à l'ADMR, donc les associations qui sont chargées de faire de l'aide à la toilette et au ménage, en fait. L'association locale ne pouvait pas du tout suivre, et elle ne venait que pour 6 personnes sur toutes celles-ci, alors que le médecin avait prescrit pour d'autres les soins nécessaires. Et en fait, elle ne venait que 2 fois par semaine pour les patients, y compris les personnes incontinentes. Ce qui, vous imaginez, ne pouvait pas aller. Il n'y avait bien sûr pas assez de kinés, il n'y avait pas d'accès à l'ergothérapie. Les gens avaient beaucoup de pathologies somatiques associées qui nécessitaient des fréquences, des surveillances fréquentes de glycémie, de tension artérielle, d'appareillage, d'hormonothérapie ou de chimiothérapie. Il n'y avait plus de médecins généralistes en permanence lorsque nous avons contrôlé, parce que le médecin était parti quelques jours avant. Il n'y avait pas assez d'infirmières non plus, parce que les postes n'avaient pas été pourvus faute de candidats. En tout cas, pas suffisamment. Il n'y avait pas de convention qui permettait effectivement de préparer les sorties vers les structures extérieures, alors même que cette convention était décrite comme indispensable 8 ans auparavant dans le projet du centre de détention. Je vous l'ai dit, les cellules PMR étaient assez inadaptées. Il n'y avait pas de bouton d'appel qui était accessible. Le bouton d'appel n'était accessible du lit qu'en prenant en fait un porte-manteau pour appuyer sur le bouton. Enfin, vous imaginez que c'est pas quand même très pratique. Il n'y avait pas de barre d'appui dans les couloirs, il n'y avait pas ni dans beaucoup de chambres. Côté surveillant, le nombre de surveillants était lui aussi insuffisant, parce que vous imaginez que ce public nécessitait beaucoup d'escortes et il n'y avait pas assez de surveillants à l'époque. Ça s'est arrangé pour faire les escortes médicales vers l'hôpital. Donc voilà surtout ce qui nous a beaucoup marqué à Bednac, et surtout cette personne qui était atteinte d'une démence tellement évidente que même le stagiaire magistrat qui était dans notre équipe, ça ne lui a pas posé de doute que la personne était complètement démente, puisqu'elle mangeait des objets, elle buvait l'eau des toilettes. Enfin, c'était abominable. Et plus généralement, après, si on fait un focus sur ce qu'on voit dans d'autres établissements de France, ce qu'on retrouve quand même généralement, alors heureusement, on ne voit pas des choses aussi graves, mais on retrouve quand même le problème d'accès au matériel, les protections urinaires, les tablettes magiques pour les personnes qui effectivement ne peuvent s'exprimer qu'à l'écrit. La maintenance du matériel, des fois, elle est aussi un peu défaillante.
Des choses comme la colle dentaire aussi pour les appareils. On a des problèmes, vous l'avez dit, d'accès au travail adapté, à l'activité, aux cours de promenade. Tout cela est aggravé bien sûr par la surpopulation, puisqu'il devient de plus en plus difficile d'avoir des cellules individuelles. Donc même les cellules PMR sont des fois doublées, même souvent doublées. Les promenades, souvent les personnes n'osent plus y aller ou n'osent pas trop y aller. Le travail adapté, il n'y en a pas, puisque le travail, il n'y en a quand même déjà pas pour tout le monde. Et souvent, les sociétés en tout cas les prestataires privilégient ceux qui vont produire et ne sont pas du tout prêts à accepter. En tout cas, on ne l'a pas beaucoup vu du travail adapté. On a des problèmes d'accès à l'unité sanitaire. On a encore des services médicaux dans les prisons qui sont accessibles à l'étage où il faut prendre un ascenseur. Alors, les prisons modernes, effectivement, ont un ascenseur. Les prisons plus anciennes, des fois, n'en ont pas. On a aussi des problèmes de véhicules de transport adaptés pour les escortes de surveillants. On a un gros problème d'accès aux certaines spécialités médicales. Alors ça, c'est aussi une difficulté de droit commun pour beaucoup de détenus, mais c'est encore exacerbé pour des personnes qui en ont besoin très souvent, soit par défaut d'offres dans le territoire de santé, soit par difficulté de trouver des escortes suffisantes. On a tout le problème de la fouille et du menottage qui n'est pas du tout pris en compte pour l'instant. Malgré des notes ministérielles qui ont quelques années, en fait, sur le terrain, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas appliquées. On voit encore des gens, on voit encore des fouilles de protection urinaire, on voit encore des menottages de personnes en fauteuil roulant, ce qui est quand même plus que curieux. On a des problèmes donc dans l'aide humaine. Lorsque par défaut d'ADMR ou d'association pour le faire, certains détenus sont du coup un peu pressentis pour faire ce travail, alors avec différentes catégories, sauf que bon, ils ne sont pas formés. Il est très délicat pour un détenu de devoir dépendre de son co-détenu pour soit l'habillage, la toilette ou les médicaments. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. Et bon, alors, effectivement, les établissements font ce qu'ils peuvent. Donc, quand ils trouvent effectivement un co-détenu qui accepte au moins de faire le ménage, c'est déjà ça. On a des problèmes d'accès à l'évaluation par les MDPH qui quand même se déplacent pas souvent pour faire des évaluations de handicap dans les prisons. Et puis on a l'absence de structures de soins à domicile, ça j'ai déjà dit, ou d'établissements médico-sociaux pour anticiper les sorties. Pour terminer sur le volet aussi judiciaire, alors je vais reprendre aussi Bédenac qui est assez parlant. Puisque Bédenac, sur toutes ces personnes dont je vous ai parlé, en fait, en juin 2020, en fait, le médecin de l'unité avait fait 8 certificats médicaux préconisant des suspensions de peine. Donc en juin 2020, en fait, une personne a obtenu cette suspension en mars 2021, juste avant qu'on arrive. Une libération conditionnelle pour raison médicale a aussi eu lieu un petit peu après. Par contre, la troisième a été refusé par le tribunal d'application des peines et le monsieur d'ailleurs est quand même décédé 3 semaines après notre contrôle en cellule. C'était une personne qui avait une démence et qui... Et donc on regrette effectivement l'insuffisance de prise en compte par les magistrats des possibilités de suspension de peine, d'aménagement de peine. Et on regrette en fait que la notion de dangerosité et de risque de la récidive soit souvent en fait mise en avant par les experts et retenue par les juges, sans même analyser l'état physique de la personne. Voilà. Merci, Monsieur Chouchkaev. Je pense qu'il est temps maintenant de passer la parole à Madame Claire Mérigonde, qui est donc sous-directrice de l'insertion et de la probation à la direction de l'administration pénitentiaire. Nous attendons effectivement de vous que vous nous donniez votre regard et tout ce que vous mettez en place pour que les choses aillent mieux pour les personnes, bien sûr, de manière droit commun, et pour les personnes en situation de handicap. Merci Madame la Présidente. Merci au CNCPH d'avoir invité l'administration pénitentiaire à l'occasion de son université d'été. Un peu difficile de prendre la parole après le CGLPL et le tableau assez dramatique qui a été dressé. On compte sur vous. Oui, non, mais voilà, j'ai quand même quelques éléments à énoncer. Avant de venir dans mon propos, je voudrais juste préciser que sur un certain nombre de points, et je les ai listés, abordés par monsieur, et ça va être développé dans mon intervention, nous sommes, côté administration pénitentiaire,
pénitentiaire, et sans vouloir aucunement refuser nos responsabilités. De toute façon, c'est à nous que les publics sont confiés, donc elle est pleine et entière de notre côté. Mais il faut néanmoins admettre et entendre que sur nombre de sujets, nous n'avons pas totalement la main, et nous sommes en grande interdépendance à l'égard d'un certain nombre de ministères. Si on prend la question des soignants, que ce soit en quantité ou en qualité sur la spécialité, nous sommes dépendants de ce que peuvent être sur certains territoires des déserts médicaux qui viennent directement, évidemment, s'impacter dans nos établissements pénitentiaires et dans nos unités de consultation et de soins ambulatoires. Sur la question des aides à domicile, j'en reparlerai. Nous avançons pour partie, et puis nous gardons un obstacle majeur que je pourrais exposer tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, au regard du besoin, le nombre d'associations et de personnel intervenant auprès des personnes détenues vieillissantes ou handicapées est très insuffisant. L'hébergement dans les structures idoines en sortie de détention, après une longue peine, c'est pareil. Nous travaillons actuellement avec les fédérations et associations de directeurs d'EHPAD pour lever un certain nombre de résistances pour l'accueil de nos publics qui, objectivement, n'est pas toujours de façon fondée, mais enfin c'est une réalité, avec leur statut de détenu, parfois de détenu longue peine, font extrêmement peur. Donc sur l'ensemble des sujets que vous avez abordés, monsieur, moi je retiens qu'il y a la question de la vétusté du parc immobilier qui est notre sujet et notre pleine responsabilité. Effectivement, les établissements et les programmes immobiliers tels qu'ils sont conçus aujourd'hui ont un nombre de quotas de 3% de cellules à destination des personnes à mobilité réduite, et que tous les ans, nous injectons plusieurs millions d'euros dans l'adaptation d'un certain nombre d'établissements pénitentiaires qui sont plus vétustes, eux, qui n'étaient pas construits sur ces normes-là, et pour lesquels nous faisons les travaux d'aménagement nécessaires pour permettre que tout établissement puisse accueillir des personnes handicapées ou vieillissantes qui ont besoin d'aménagement en cellule sans être trop éloignées de leur famille. Parce que c'est une des missions de l'administration pénitentiaire que d'assurer une incarcération à proximité, enfin, en veillant au maintien des liens familiaux. La deuxième responsabilité, elle est pleine et entière pour nous aussi. C'est la question des fouilles et menottages que vous abordiez, évidemment. Là, ça renvoie aux pratiques professionnelles de nos personnels de surveillance qu'il faut continuer à travailler et dont, malheureusement, effectivement, dans des cas d'espèce, on peut constater qu'elles ne sont pas à la hauteur des attendus. Alors après, voilà, moi je souhaiterais quand même développer trois grands points en ayant bien à l'esprit d'abord de faire valoir ce que fait l'administration pénitentiaire, parce qu'il serait injuste de considérer qu'elle ne travaille pas à ces sujets ou qu'elle n'en aurait pas conscience, puisqu'elle les vit de façon quotidienne dans ces établissements pénitentiaires. Donc les chantiers qui sont au travail. Et un deuxième point, voilà, pouvoir sensibiliser tout un chacun au fait que sur nombre de dossiers, nous avons une partie du travail à réaliser, mais nous ne sommes pas décisionnaires, en fait. Voilà. Et que nous sommes du coup en interdépendance avec d'autres ministères, et ils sont nombreux. Alors, un zoom sur trois sujets. La question de l'accès aux droits. Alors, ce n'est pas un sujet exclusivement personnes handicapées. Évidemment, les personnes handicapées ou personnes vieillissantes rentrent dans l'exercice des droits, et on a un certain nombre d'avancées et puis des points de blocage. La question première de l'accès à l'hébergement et au logement. Depuis 2013, existent les services intégrés d'accueil et d'orientation, qui sont des plateformes gérées par des associations à l'échelon départemental qui doivent être l'interlocuteur des SPIP, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, et en milieu fermé et en milieu ouvert, pour permettre un hébergement aux personnes qui n'en ont pas, soit dans la perspective de la libération, soit une fois libérées quand elles exécutent une peine en aménagement de peine. Les dernières enquêtes qui ont été conduites côté de la direction du logement et côté de la direction de l'administration pénitentiaire font clairement apparaître qu'il y a une appropriation extrêmement divergente et hétéroclite selon les territoires des dispositifs. C'est-à-dire qu'il y a des territoires comme à Paris où le dispositif fonctionne extrêmement bien. Le correspondant du SIAO et le directeur du SPIC concerné échangent régulièrement, et des placements dans des structures d'hébergement sont faits régulièrement avec un principe très intéressant d'inconditionnalité de l'accueil. Et puis, il y a d'autres territoires où nous sommes très loin. Donc là, le travail conjoint que nous sommes en train de mener avec la DIAL, c'est de préparer un outil assez pratique et synthétique à destination de l'ensemble des services pour valoriser les bonnes pratiques et harmoniser les pratiques sur le territoire. Sur la question de l'affiliation à la sécurité sociale, il faut le savoir, c'est un pas important. Depuis plusieurs années, toute personne détenue écrouée qui n'est pas immatriculée à la Sécu l'est automatiquement. C'est non seulement la possibilité effectivement de bénéficier des soins, mais aussi de tout un nombre de prestations sociales qui sont attachées à l'immatriculation à la sécurité sociale.
De la même façon, en détention, dans le cadre de consignes interministérielles entre l'Intérieur et la Justice, depuis plusieurs années, 2013 approximativement, les préfectures doivent intervenir dans les établissements pénitentiaires pour procéder à l'immatriculation, à la prise d'empreintes, de prise de photos et l'ensemble des démarches utiles à l'élaboration de la carte nationale d'identité ou à son renouvellement. Alors, il y a eu des blocages, puis le ministère de l'Intérieur est intervenu pour débloquer la situation en 2017. Aujourd'hui, ça va mieux. Il n'en reste pas moins que nous avons encore des territoires sur lesquels la préfecture n'intervient pas dans les établissements pénitentiaires, que l'administration pénitentiaire soulève le sujet et la difficulté régulièrement auprès de ce ministère, sans nécessairement que les résultats se fassent jour. Mais typiquement sur ce sujet, vous comprenez bien qu'on est absolument... nous subissons de la même façon que la population pénale, étant précisé qu'évidemment, une carte d'identité, c'est quand même un b.a.-ba et un préalable indispensable pour travailler sur la réinsertion de nos publics. D'autres sujets sur lesquels, par contre, avec l'Intérieur, les chantiers avancent très bien, c'est la question, par exemple, du vote en détention. Depuis extrêmement longtemps, il y avait 2 modalités de vote offertes à la population pénale, qui étaient la procuration électorale ou bien le vote lors d'une permission de sortir, qui elle-même dépend du reliquat de peine de l'intéressé et de la peine qu'il est en train d'exécuter. En 2019, le président de la République a souhaité ouvrir une 3e voie d'accès au vote, qui est le vote par correspondance. Et les résultats sont quand même extrêmement notables, puisque aux élections présidentielles de 2017, nous avions 1093 détenus qui avaient voté. Que suite à la mise en place du vote par correspondance, ce chiffre est passé à 4400 à l'occasion des élections européennes, pour atteindre 6000, soit 10% de la population pénale, lors des dernières départementales et régionales en juin 2021. Sur ces 6000 détenus qui ont souhaité voter et s'exprimer en tant que citoyens, 85% d'entre eux ont retenu le vote par correspondance. Oui. Un des sujets également sur lequel l'administration pénitentiaire travaille, c'est la question de la lutte contre la pauvreté, de nos publics étant particulièrement concernés. Sur la santé mentale, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois que le décompte avance. Oui, c'est ça. Merci. Simplement pour préciser quand même que nous n'avons des données qui sont que très anciennes, qui remontent à 2004. Donc nous avons lancé 2 études pour examiner la prévalence des troubles et pathologies psychiatriques en détention, que les dispositions concernant la suspension de peine pour raison médicale, pour troubles psy, qui n'exigent plus dorénavant le consentement de l'intéressé. Nous constatons que cette réforme n'a malheureusement pas produit les effets escomptés et qu'il n'y a pas davantage de suspension de peine pour raison médicale qui sont prononcées. Nous travaillons à la formation des personnels pénitentiaires avec l'Union nationale des familles et amis des personnes malades ou handicapées physiques pour former nos personnels au premier secours en santé mentale. Voilà pour l'essentiel, puisque je vous ai parlé des aménagements PMR. Excusez-moi. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on pourrait rester très longtemps, mais nous sommes assez nombreux et il faut quand même permettre que la parole circule. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur le Duc, qui va aussi nous parler de l'emploi en milieu pénitentiaire et comment les associations gestionnaires s'emparent de ce sujet pour donner des droits à la personne. Merci. Merci Marie-Jeanne. Tout d'abord, moi je viens ici pour porter témoignage, effectivement, témoignage d'une première expérience que la Fédération APAGE a souhaité conduire par rapport à la question de l'accès au travail, l'accès à l'emploi en milieu pénitentiaire. Et je veux aussi dire que oui, il est possible je vais rassurer, de travailler avec l'administration pénitentiaire, de travailler avec le ministère de la Justice, et que cette expérience que nous conduisons, qui maintenant se déroule depuis un peu plus de 2 ans, elle s'est faite parce qu'il y a eu une volonté conjuguée d'un certain nombre d'acteurs de la réussir. Alors pourquoi la Fédération APAGE s'est mobilisée sur ce sujet ? Tout à l'heure, en introduction, il a été évoqué la question du tabou. Effectivement, le tabou, il existe aussi parmi nos organisations médico-sociales. Et si la question de mettre en lumière le handicap dans la société est l'un de nos combats, c'est vrai que on peut avoir tendance à mettre un petit peu sous le tapis la question du handicap en détention.
Pourtant, pour nous, il est très clair que ce droit à la reconnaissance du handicap, ce droit à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap en détention, ce droit aussi à l'accompagnement qui doit en dépendre, doit être pris en compte dans les réponses à élaborer. Fort de cela, et avec notre esprit aussi défricheur d'aller souvent sur des espaces peu investis ou des espaces peu exploités, nous sommes intéressés à la question de l'accès au travail. Et bien évidemment, il n'est pas compliqué de constater que nombre de personnes en situation de handicap n'ont pas accès au travail en détention pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et rapidement, on arrive à mettre en lumière la nécessité justement d'organiser des réponses adaptées, des réponses spécifiques pour permettre à ces personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance, qui peuvent avoir une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, eh bien, d'avoir des réponses au sein des espaces de détention pour pouvoir accéder au travail. C'est ainsi qu'il y a maintenant 3 ans, et donc ça fait plus de 2 ans que c'est effectif, au sein de la centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin, grâce à la mobilisation de beaucoup d'acteurs locaux et particulièrement de l'équipe de direction du centre de détention, on a pu mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui un atelier d'ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Ce n'est pas un ESAT en détention, c'est un atelier que nous avons mis en place à partir d'un ESAT que nous gérons dans la région, et un atelier qui permet aujourd'hui à une vingtaine de travailleurs de pouvoir accéder donc à des activités de travail, alors que pour toutes ces personnes, c'était des personnes qui passaient l'essentiel de leur temps en cellule puisqu'elles ne pouvaient pas accéder. Ce sont beaucoup de personnes, pour l'essentiel, et en situation de handicap psychique pour une bonne part, et également en situation de déficience intellectuelle avérée, qui ne leur permettent pas d'accéder au travail si ce n'est pas un travail adapté. Cette expérience, elle a pu aussi voir le jour parce qu'il y a eu une mobilisation. On a cité tout à l'heure la MDPH. Et là, il y a eu aussi une mobilisation, une coopération avec la MDPH, parce que pour un certain nombre de personnes, la reconnaissance, finalement, du handicap et la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés n'existait pas. Et donc, il a fallu une mobilisation, notamment des équipes pluridisciplinaires d'évaluation, pour permettre que ces personnes bénéficient de la reconnaissance de leur handicap. Il a fallu aussi faire tout un travail de préparation pour à la fois former nous-mêmes des équipes qui allaient accompagner en détention ces travailleurs, mais aussi former les personnels de l'administration pénitentiaire pour qu'ils apprennent à se positionner et à travailler avec nos personnels qui interviennent dans le cadre de cet atelier d'ESAT. Cet atelier, il est organisé autour de 2 grands registres, des activités de travail qui n'ont pas évidemment de but productif, mais plutôt de travailler sur l'image de soi, sur la socialisation, sur le respect d'un certain nombre de consignes, sur la capacité à coopérer avec les autres. Et puis, il y a un certain nombre d'ateliers, on va dire, connexes autour du travail et qui permettent aussi, on est dans un centre là de détention de longue peine, qui permettent aussi à ces personnes un travail de resocialisation, un travail aussi d'apaisement. Et l'évaluation qui a été faite, qui est une évaluation extérieure, il y a quelque temps, après 2 ans, montre que pour cette vingtaine de détenus qui bénéficient de cet accompagnement au quotidien, les bénéfices sont tout à fait mesurables. Fort de ça, nous nous intéressons de près, mais ce sera peut-être évoqué tout à l'heure, aux efforts qui sont faits pour déployer les entreprises adaptées.
Et moi, je vais juste terminer, je pense pouvoir respecter mon temps, du coup, sur ce qui me semble être, pour aller plus loin, quelques prérequis. Je pense qu'il y a vraiment, pour que ça fonctionne, nécessité qu'il y ait un travail de coopération entre acteurs. On a parlé des MDPH, mais on pourrait parler aussi des services de santé, des établissements et services médico-sociaux et bien sûr de l'administration pénitentiaire. Il y a une nécessité aussi d'imaginer des réponses, d'inventer des réponses, parce que c'est vrai que jusque-là, alors le dispositif entreprise adaptée, il va être labellisé puisqu'il y a un décret à l'appui, mais il y a aussi peut-être d'autres réponses qu'il faut cultiver, du type de ce qu'on a pu faire avec cet atelier des AT. Il faut imaginer des choses. Je pense qu'il faut savoir innover un petit peu en la matière pour pouvoir répondre à la diversité des problématiques des personnes. Et puis le troisième point qui me semble très très important, c'est celui de la formation des acteurs. À la fois des acteurs qui vont intervenir auprès des personnes en situation de handicap, mais surtout des professionnels de l'administration pénitentiaire qui sont au quotidien de ces personnes et qui ont, je pense, pour besoin, nécessité de pouvoir expliciter des postures, des pratiques, des savoir-faire au contact des professionnels qui ont cette expertise du quotidien. Merci, Monsieur le Duc, de nous donner cet espoir et de nous donner des pistes de travail. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Heumann, qui est directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Merci. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est un titre un peu long. C'est un peu long. Mais qui dit à peu près ce que l'on est et ce que l'on fait. De fait, l'inscription dans un parcours d'insertion professionnelle, la prise en charge par la formation professionnelle, par le travail, participe très nécessairement au parcours d'exécution de peine et très directement à la lutte contre la récidive. Et ça, je crois qu'on n'a pas parlé de ça depuis tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et c'est bien sur ce constat qu'a été créé, il y a un peu moins de 3 ans, une agence que vous avez citée, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, avec une vocation extrêmement simple, qui est de créer les conditions d'une meilleure insertion professionnelle de toutes les personnes placées sous main de justice. Alors on parle aujourd'hui de celles qui sont en milieu fermé, mais il y a aussi celles qui sont en milieu ouvert. Donc de créer ces conditions d'une meilleure insertion professionnelle dans une perspective complètement assumée de lutte contre la récidive. Et dans ce cadre, un des enjeux qui nous est assigné, c'est de renforcer le travail pénitentiaire, dont M. Tchoukaïev a noté qu'il était insuffisant aujourd'hui, et c'est vrai, puisque seuls 30% des personnes qui sont incarcérées accèdent au travail. Le constat est encore bien plus triste, si je puis dire, pour le public handicapé, où, de façon très claire, nous n'avons aujourd'hui que 2 structures, dont une qui a été relevée par M. le Duc à Ensisheim. Ce sont donc des structures expérimentales, l'autre étant un peu plus ancienne, à Val-de-Reuil, en 2014, mais un peu sur le même modèle, c'est-à-dire que ce sont des structures expérimentales de type établissement socio-médical qu'on peut rapprocher d'un ESAT, même si ce ne sont pas tout à fait des ESAT. On a donc choisi de diversifier les modalités d'accès au travail pour permettre à plus de personnes d'accéder au travail en détention. Et cette diversification passe notamment par un vaste plan d'essaimage des structures d'insertion par l'activité économique qui permettent de prendre en charge le public qui est éloigné de l'emploi. Ce plan porte ses fruits dès aujourd'hui, puisqu'on aura une vingtaine de structures d'ici la fin de l'année. On a aussi saisi On a aussi saisi le vecteur de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, afin de permettre l'implantation en détention d'entreprises adaptées, entreprises qui présentent un triptyque très intéressant: emploi, accompagnement, formation, tout à fait adapté justement à la prise en charge du public handicapé en détention. Les décrets pour mettre en œuvre l'article 77 de la loi du 5 septembre 2018 ont mis un certain temps de maturation et de travail interministériel. Et c'est là où l'on voit, comme le soulignait ma camarade Claire Mérigonde, qu'on n'est pas tout à fait seul, puisque ces décrets n'ont été signés que le 31 mars dernier, et parus
ça ne s'invente pas le 1er avril. Depuis lors, on a lancé une phase pilote qui va nous permettre, d'ici la fin de l'année, d'implanter 10 entreprises adaptées au sein des établissements pénitentiaires, ce qui est quand même pas tout à fait négligeable. C'est un pilote qui est important. On se donne une phase d'analyse derrière de 2 ans, ce qui n'empêchera pas la création d'autres entreprises adaptées entre-temps, pour évaluer le dispositif et décider des conditions de son essaimage. Alors, pour lancer le pilote, on a fait un appel à projet auprès des établissements pénitentiaires. On a 13 établissements pénitentiaires qui ont répondu sur des critères qui sont extrêmement simples et que je vais rappeler rapidement parce que je pense que c'est important. Ces critères, c'était d'avoir déjà identifié un vivier de personnes pouvant bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, disposer des surfaces de travail et de formation qui étaient adaptées, et puis avoir une bonne collaboration avec l'unité sanitaire. Parce que l'unité sanitaire est totalement clé dans ce dispositif, à la fois pour identifier le handicap et faciliter la reconnaissance, et puis pour suivre les personnes. Donc cet appel à candidature a donc été lancé. On a 13 établissements qui ont répondu. Finalement, aujourd'hui, on a 16 projets qui sont en cours. Donc on a 16 projets aujourd'hui à des degrés de maturité différents, qui sont en train de se monter, dont une dizaine, de façon à peu près certaine, aboutiront d'ici la fin de l'année. Alors c'est certes pas suffisant, mais en tout cas je pense que c'est une marche intéressante et qui répond aux préoccupations que soulignait Monsieur Leduc. Et je termine en disant simplement qu'effectivement tout cela ne fonctionne que s'il y a une extrêmement bonne coopération entre tous les acteurs. Donc on en a cité beaucoup, il y en a un qu'on n'a pas cité, ce sont les DRETS, parce qu'elles sont aussi essentielles dans le dispositif pour s'assurer de la viabilité économique du modèle et soutenir. Et puis évidemment le tissu partenarial et notamment associatif. Et parmi les projets que l'on est en train de pousser, 3 sont portés par la PAGE. Merci beaucoup et je voudrais vraiment laisser du temps à Monsieur Salvini, qui est haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion du ministère de la Justice, de nous donner quelques propos conclusifs par rapport à cette table ronde. Merci Madame la Présidente. Juste 2 mots. Concernant tout ce qui a été dit sur le centre de détention de Béthénac, il est important de rappeler qu'à tous ces détails, il a été répondu par les 2 ministres, ministre de la Santé, ministre de la Justice, point par point sur tout ce qui sur le bilan de cette visite à Béthénac. Le ministère de la Santé est fondamental. La loi pénitentiaire applique le code de la santé publique. Le détenu est un usager du service de santé. Il faut bien avoir présent ça à l'esprit, et comme l'avait dit la directrice de l'insertion et probation, pour bien voir de ce qui relève de la DAP, la pénitentiaire, et de ce qui relève du ministère de la Santé. Notez une chose que je vais dire d'une manière très objective. Énormément de détenus découvrent en prison ce qu'est un suivi médical. Bien sûr. Il faut le savoir, sans en tirer plus de conséquences. Et le but, c'est d'accroître les repérages lorsque les détenus rentrent on labellise de plus en plus d'établissements pénitentiaires pour que les médecins repèrent un certain nombre de pathologies. Un mot rapide sur l'ONU. L'ONU a surtout ciblé les problèmes de santé mentale. Santé mentale, pas seulement, bien sûr, dans les prisons, mais d'une manière générale, dans le monde hospitalier, isolement, contention. Et au niveau de la santé mentale, je me permets un petit zoom sur une activité peu connue de la pénitentiaire, dans sa vie quotidienne, dans la vie de détention, tout le travail des personnels pénitentiaires en matière de thérapie de l'art, de médiation animale, de travail il y a pratiquement 70 ou 80 jardins potagers familiaux qui non seulement ont un rôle de formation, un rôle de vie sociale, mais également un rôle dans le domaine de la santé mentale. Le sport, avec des moniteurs sportifs formés. Et tout dernièrement, on a un moniteur sportif qui vient de sortir un guide sur handicap et sport à l'usage de la population pénitentiaire. Je voulais faire ce petit zoom sur tout ce qui se fait en matière de développement durable. Et le développement durable, dans l'agenda 2030 de l'ONU, est très lié au handicap pour montrer que cet aspect peu connu de ce que fait la pénitentiaire. J'irai pas plus loin, mais il aurait fallu une table de 3 heures pour répondre à point par point sur tout ce qui a été dit. Merci beaucoup, Monsieur Salvini. Je crois qu'on va vers la fin. Donc, vraiment, je retiendrai de tout cet échange l'importance de former les acteurs,
et l'importance de ne pas avoir peur d'inventer. Je crois que c'est vraiment là que se joue le futur. Merci beaucoup à tous.